Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, on va commencer par notre focus. Alors que la plateforme YouTube explose en 2013, il décide d'ouvrir sa propre chaîne de vulgarisation philosophique pour les lycéens, notamment en pleine préparation du bac. Il s'appelle Cyrus North et il est notre portrait du jour. Et puis elle a une idée derrière la tech, c'est Jeanne Dreyfus qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. Ravie de vous retrouver. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? Eh bien, je vais vous parler de l'influence du numérique et des deepfakes sur l'univers de la mode, une vraie tendance dont vous saurez tout à l'heure. Merci beaucoup Jeanne. Et puis le numérique, on va continuer à en parler. C'est notre question du jour. Comment le no-code est-il en train de révolutionner le monde du travail et quelles opportunités offre-t-il aux jeunes notamment qui entrent sur le marché professionnel? Aujourd'hui, on vous propose donc dans l'émission une plongée au cœur du no-code et on va essayer de comprendre pourquoi il gagne en popularité, comment il peut aussi devenir un atout majeur dans une carrière et notamment chez les jeunes. On va parler des formations disponibles, des métiers émergents, alors des tendances aux défis à venir. Voilà ce dont on va parler avec notre invité. Il s'appelle Pierre Launay. Bonjour Pierre. Bonjour Philippine. Ravi de vous recevoir sur le plateau. Vous êtes le président du SFPN, pas facile à dire, c'est le syndicat français des professionnels du no-code. On en parle dans un instant, juste après le focus. Et si l'allégorie de la caverne de Platon, la lithothérapie ou encore l'histoire de Siddhartha Gautama devenaient des sujets aussi simples que faciles à comprendre? C'est en tout cas l'objectif de la chaîne de Cyrus North, un vidéaste qui cumule déjà plus de 600 000 abonnés. Et on découvre son portrait tout de suite avec Jean Martineau. Est-ce que vous vous demandez parfois pourquoi les choses sont telles qu'elles sont et pourquoi elles ne sont pas autrement? Je m'appelle Cyrus North et j'essaie de répondre à cette question depuis plus de 5 ans sur cette chaîne YouTube. J'aime comprendre le monde et l'humanité autant que j'aime changer de visage. Sur cette chaîne, je vous apprendrai et vous ferai découvrir plein de concepts, dont certains qui peuvent même impacter votre vie de tous les jours sans que vous vous en rendiez compte. De la philosophie, de la politique, des discussions, de la psychologie, des sketchs, des expériences, des voyages. Il n'y a pas de règles quand on est curieux. Alors il n'y a pas de règles sur cette chaîne. Cyrus North, c'est l'histoire d'un jeune passionné de philosophie plongé dans des études de commerce. Difficile pour lui à travers son métier de montrer le bon côté de la philosophie, aimant partager son savoir et ses moyens mémotechniques, c'est lors d'un stage chez Ubisoft en 2013 qu'il passe le cap de se lancer sur la plateforme YouTube. L'objectif est clair, Cyrus North veut expliquer des choses compliquées de façon simple. Depuis quelques temps, je vous raconte la vie de philosophes. Et franchement, vous me régalez, donc je me dis que ça vous intéresse. Par exemple, il y a Nietzsche qui a fait 600 000 vues, ou Schopenhauer qui a fait 400 000. Mais je pense que ce serait dommage de se limiter aux philosophes purs. Et pour amorcer cette transition, quoi de mieux qu'un personnage qui a marqué la surface du globe avec une philosophie tellement forte que pour certains et certaines, c'est devenu une religion. Ces figurines sont dans tous les salons de massage. Je parle évidemment du grand B2ODA, Bouddha. Voilà la formule magique North qui fait rapidement accrocher le public. Peu de temps après son lancement, sa chaîne YouTube devient virale. En effet, sa manière d'expliquer parle à son public. Chaque année, des milliers d'étudiants se tournent vers ses vidéos pour réviser. Voyant une belle opportunité de mieux transférer son savoir, Cyrus North lance la chaîne L'Anti-Sèche, qui une nouvelle fois est un succès. Plusieurs de ses vidéos dépassent le million de vues. Rocky, ça vous dit un truc ou pas? Voilà, le mec qui fait de la boxe, qui est joué par Sylvester Stallone. Alors pour info, il y en a eu 7 en tout. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le numéro 4. Regardez. Vous avez vu comme le combattant de l'URSS s'est présenté? Comme une machine dénuée de sentiments. Et c'est super important, parce que le film, il est sorti en 1986, et c'est en pleine guerre froide. Et il souligne bien que le plus important dans la guerre froide, c'est pas forcément les affrontements militaires, mais c'est surtout l'opposition entre deux idéologies bien différentes. Comment ça, vous savez pas ce que c'est la guerre froide? Bon allez, c'est parti pour une nouvelle Anti-Sèche. Au fil du temps, Cyrus North a collaboré avec différentes chaînes YouTube, comme notamment le Musée du Louvre, 20 minutes, France TV ou encore Google. Alors, vous l'aurez compris, si vous avez besoin de comprendre et d'apprendre, le rendez-vous est fixé et il se nomme Cyrus North. Je vous embrasse très fort. Love, peace. Ciao. Allez, c'est notre grande question du jour. Comment le no-code pourrait-il devenir un atout majeur pour les jeunes qui débutent leur carrière? On va voir justement comment cette approche permet de créer notamment des applications, des sites web aussi, sans compétences en programmation. On va parler des nouvelles opportunités professionnelles qu'elle génère, des formations disponibles aussi pour se lancer. Et on démarre tout de suite dans la première partie du talk.
Et donc aujourd'hui à nos côtés pour en parler, Pierre Launay. Je rappelle que vous êtes le président du syndicat français des professionnels du no-code. Alors pour celles et ceux qui peut-être comme nous sur ce plateau ne savent pas forcément ce que c'est que le no-code, est-ce que vous voulez bien nous donner une petite définition? Avec plaisir. Alors le no-code, pour faire assez simple, c'est ce qu'on peut appeler une nouvelle méthode de programmation qui va permettre de développer des applications, des sites web, des automatisations sans une seule ligne de code. Son cousin le plus proche, c'est le low-code. Donc on va faire exactement la même chose avec un tout petit peu de code. Et donc on a le no-code, le low-code et le code. C'est un truc nouveau? Non, pas tellement. Ça a à peu près une vingtaine d'années. En fait, c'est une évolution technologique. Je préfère parler d'ailleurs d'évolution que de révolution technologique parce que depuis que, clairement, on fait du développement applicatif, il y a toujours eu des langages successifs qui ont rajouté des couches de programmation, d'abstraction supérieure, toujours plus proches de l'humain pour pouvoir développer plus facilement, plus rapidement. Donc du coup, on peut considérer que le no-code est un nouveau langage de programmation qui permet de développer plus facilement. On parle également de programmation visuelle. C'est sa principale rupture avec le développement traditionnel, c'est qu'on n'écrit pas des lignes de code, on va programmer visuellement avec des blocs. Qu'est-ce qui a lancé le no-code? Est-ce que vous avez un événement ou une entreprise qui a mis en tout cas sous le feu des projecteurs le no-code il y a quelques années? Alors c'est compliqué d'en mettre un en avant en particulier parce que ce sont souvent des entreprises déjà du monde entier qui ont produit des licences de logiciels en fait année après année. Typiquement déjà Microsoft ou OutSystem, Mendix, il y a une vingtaine d'années, faisaient déjà du no-code. Ça n'avait pas du tout la même forme qu'aujourd'hui, mais en fait chaque année il y a eu une multiplication du nombre d'acteurs. Ce qu'on peut dire, c'est que vraiment il y a eu une explosion du nombre d'acteurs depuis une dizaine d'années à peu près. Aujourd'hui, il y a plus de 900 outils no-code sur le marché. Oui, c'est énorme. Très compliqué de s'y retrouver. Et où en fait chaque acteur va se spécialiser sur une verticale, sur un cas d'usage pour traiter des outils internes, des outils externes, parfois avec une vue beaucoup plus ouverte. Voilà, il y a une hyper spécialisation des outils avec le temps. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que le no-code en fait c'est accessible à tous, au contraire du développement informatique où là il faut peut-être une formation peut-être un peu plus poussée. Alors, je nuancerai un petit peu pour éviter d'avoir le côté effet baguette magique. C'est plus accessible parce qu'on est sur de la programmation visuelle, donc il y a une abstraction qui est plus facile à comprendre quand quelqu'un va arriver sur une interface pour déplacer un bloc qui crée un module de paiement. C'est quand même beaucoup plus facile de comprendre plutôt que de le coder en écrivant des lignes. Maintenant, le no-code et le low-code ne font pas disparaître des notions théoriques fondamentales. On a toujours des notions de front-end, de back-end, d'API, de base de données, de structuration de données. Tout ça ne disparaît pas. Et donc, il ne faut pas faire croire aux gens non plus que le no-code serait automatique, magique. Il faut quand même réussir à maîtriser ces notions et donc se former pour en tirer parti le maximum. Alors justement, la formation, on va en parler avec vous. Pierre, selon les prévisions, 70% des nouvelles applications qui seront développées avec des technologies, seront en tout cas développées avec des technologies no-code d'ici 2025. Comment vous expliquez ce succès, cette évolution? Alors, si on prend un tout petit peu de recul, aujourd'hui, on est sur une hégémonie de l'applicatif. Il y en a partout. Peu importe la taille de l'entreprise, petite, moyenne, grande, toutes les verticales confondues. La digitalisation est une nécessité si on veut rester compétitif sur le marché par rapport à ses concurrents. Et donc, on a une explosion de la demande applicative et toujours de moins en moins de développeurs véritablement compétents pour y répondre. Donc, on a une explosion de la demande et une raréfaction de l'offre. Donc en fait, il y a un déséquilibre total entre ces deux pans. Et aujourd'hui, le no-code et le low-code permet à tout à chacun d'accéder à la tech et donc de répondre à ce déséquilibre. Et c'est ce qui fait que demain, du coup, 80% des métiers vont être impactés par le no-code, le code et l'IA. Je mets un peu les trois dans le melting pot parce qu'ils sont quand même assez liés. Et donc, 70% du champ applicatif va être couvert par du no-code et du low-code à terme. Vous parlez de la raréfaction des métiers de développeurs, mais pour créer des outils en no-code, il faut quand même des développeurs qui vont les développer. Est-ce que ça n'a pas un impact? Est-ce que vous en avez peur? Est-ce que c'est une crainte? Non, pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, on a un petit peu passé l'état de la crainte, de la disparition des développeurs. On a besoin de développeurs pour développer justement les outils no-code. Et surtout, les outils no-code et low-code permettent aux développeurs de prendre du temps sur ce qui a véritablement de la valeur ajoutée pour eux. En fait, jusqu'à présent, ils devaient prendre du temps sur absolument l'intégralité des tâches. C'est ce qui faisait grossir ce qu'on appelle le backlog projet. On va essayer de trouver une définition en français. C'est plutôt le nombre de projets à réaliser dans une entreprise où l'équipe IT était
pas assez nombreuses pour pouvoir traiter l'ensemble de la demande. Aujourd'hui, les équipes métiers, marketing, commerciaux, RH, vont pouvoir s'occuper de tout un champ applicatif qui va libérer les équipes IT et leur permettre de se concentrer sur ce qui a véritablement de la valeur ajoutée. Donc ils ne disparaissent évidemment pas et c'est plutôt une force pour eux. Voilà. Bon, on parlait des métiers justement il y a un instant. Quels sont les types de métiers qu'on peut exercer quand on se lance dans une carrière du no-code? Alors c'est très mouvant, très émergent. Du coup c'est un peu on est vraiment dans cette période-là parce que du coup au sein du SFPN, du syndicat, ça fait 2 ans et demi qu'on travaillait sur un chantier pour faire reconnaître le métier émergent de Product Builder No-Code. Avant cela, il y avait beaucoup d'appellations, Citizen Developer, Maker, Product Builder. Toutes les entreprises avaient du mal un petit peu à périmétrer un petit peu cette nouvelle compétence, ces nouveaux métiers. Donc on a fait un vrai exercice de définition pour voir un petit peu ce qu'on pouvait mettre dans ces nouveaux métiers. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut synthétiser le sujet en 2 grands pans. Il y a à la fois les compétences, donc les salariés qui veulent pas forcément faire une reconversion dans la tech, mais monter en compétences de la même manière qu'ils veulent apprendre l'anglais et pas forcément devenir prof d'anglais, ils ont besoin de l'anglais dans le quotidien. Et là, ce sera pareil, c'est d'apprendre à structurer de la donnée, à l'interfacer, à l'utiliser, à l'automatiser. Ça, c'est de la montée en compétences. Et on va avoir véritablement des gens qui veulent se reconvertir ou qui veulent évoluer dans la tech vers ces métiers. D'accord. Et le métier de Product Builder, aujourd'hui, est le premier reconnu par France Compétences suite au dépôt de notre dossier l'année dernière comme métier émergent. Alors concrètement, pour qu'on comprenne bien, pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément, qu'est-ce que ça permet, cette reconnaissance? Alors du coup, aujourd'hui, le métier de Product Builder va cocher à peu près 4 grandes compétences. C'est pour ça qu'on parle de métier, parce que c'est l'accumulation de ces 4 compétences. Une capacité de cette personne à faire de la gestion de projet et compréhension d'un brief produit. Va arriver dans une entreprise, il y a des choses à automatiser, il y a des choses à digitaliser. Déjà, on part du besoin métier. Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau des commerciaux, au niveau du marketing? On part un peu de toutes les verticales. On fait une sorte d'état des lieux. État des lieux, exactement, mais une capacité quand même à comprendre le besoin et le traduire en notions techniques qui seront ensuite implémentables. Donc ça, c'est un premier sujet qui est loin d'être évident, parce que c'est un vrai métier déjà de comprendre le besoin et de le traduire pour pouvoir le développer dans un second temps. Ensuite, on va avoir tout un pan de compétences de développement visuel pour faire du no-code. Comment on fait du no-code? On implémente en no-code en utilisant des briques, en utilisant les bons éditeurs, en fonction du besoin, pas le même éditeur, pas la même expertise, plus ou moins difficile à mettre en place. Il y a des outils qui sont très no-code, donc très faciles à utiliser, d'autres qui sont des outils no-code et low-code, mais qui ont quand même une méthode de programmation qui est loin d'être évidente, même si on ne code pas. Donc il va y avoir déjà ce choix-là. Et ensuite, le dernier pan de la compétence, c'est la compliance et la sécurité. On a défini un besoin, on l'a traduit techniquement, on va l'implémenter, mais surtout tout ce qu'on fait là, ça respecte la politique de l'entreprise et ça ne met pas à mal les données en termes de sécurité. On ne vient pas faire exploser ce qu'on appelle la dette technique, parce qu'aujourd'hui dans les entreprises, les gens n'hésitent pas, les salariés n'hésitent pas à utiliser leur propre carte bleue pour utiliser le dernier logiciel sorti pour développer sa propre application qui a déjà été faite 5 fois par le collègue d'à côté et on a une explosion du coup du nombre d'applications. Donc pour contrôler tout ça, mettre de la gouvernance, de l'ordre, c'est important que le salarié qui est Product Builder dans l'entreprise ait cette notion en fait, cette compréhension et ce respect de la politique en interne. Donc c'est pour ça que le Product Builder aujourd'hui c'est quand même un peu un mouton à 5 pattes. C'est pour ça que c'est émergent, que les entreprises ont un peu du mal à se positionner vis-à-vis de ce type de recrutement aujourd'hui. C'est pour ça que c'est important de faire de la pédagogie, mais par contre, il est nécessaire et indispensable dans presque toutes les entreprises aujourd'hui. D'où l'importance aussi de le faire reconnaître aussi à un point de vue national, ce que vous nous expliquez. Bon, dans un instant, vous allez nous dire aussi comment on s'y forme à ce métier, si vous voulez bien, mais d'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Pierre Launay. Pierre, on va reprendre nos discussions dans un instant, mais d'abord, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus, qui a une idée derrière la tech. Jeanne, on l'a vu, le numérique étend son influence un peu partout et le milieu de la mode n'est évidemment pas épargné. Vous allez nous parler aujourd'hui d'une tendance vestimentaire qui fait la part belle au croisement entre habits et numérique. Absolument. Chronique d'une tendance du jour où monde du numérique et réalité ont totalement fusionné. Je vous ai parlé la semaine dernière du maquillage qui permettait de déjouer la reconnaissance biométrique des caméras. Aujourd'hui, une marque milanaise, Capable, a fait son fonds de commerce de vêtements anti-détection. Sa technique, la designeuse milanaise Rachele Didero l'a développée au sein d'un doctorat à l'école polytechnique de Milan, qui va en fait inventer des motifs qui vont déjouer la caméra, qui au lieu de reconnaître une figure humaine, va reconnaître par exemple une girafe. Et en fait, si vous voulez, ce qui est drôle, c'est que les vêtements utilisent des motifs qui reprennent les hallucinations des IA génératifs première génération, type Dream, qui vont ensuite tromper aujourd'hui les IA d'aujourd'hui. Ça marche à peu près à 60% et ça donne un petit style disco tout à fait intéressant. Alors, est-ce qu'il existe, Jeanne, d'autres marques un peu plus classiques si on n'a pas forcément envie d'adopter le style disco? Eh bien, absolument. On voit se développer une tendance née de l'arrivée des deepfakes et du doute quant à ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas. Et on a vu récemment fleurir des collections qui jouent sur le concept d'illusion à tort et à travers, comme notamment la collection Printemps-été 2024 de la marque japonaise Comme des garçons, avec leurs chaussures faites en collaboration avec Kiss Love Gate, qui semble aller dans deux directions à la fois. Symptomatique aussi, la veste surimprimée de motifs de chemise, comme si là encore, on voulait mettre à l'épreuve l'évidence du visible. Et ces jeux d'imprimés, les stylistes en raffolent. J'en veux pour preuve les denims numériques. Et oui, ça existe, inventé par la marque suédoise Our Legacy. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, en fait, c'est des pantalons de toile vierges sur lesquels sont imprimées des reproductions numériques de jeans vintage. Il fallait l'inventer. Oui, effectivement. Mais le hit de la tendance, c'est bien le jogging Bottega Veneta, porté par le rappeur A$AP Rocky. En fait, il avait fait le buzz, ce jogging. Pourquoi? Eh bien, parce que figurez-vous qu'il était fait en cuir et non pas en coton, comme l'apparence semble l'indiquer. Impossible à reconnaître à l'œil nu. Symbole parfait, donc, du deepfake intégré aux vêtements. Trompe-l'œil parfait, effectivement. Absolument. Et cette tendance du trompe-l'œil, elle n'est pas nouvelle. Dès les années 20, la styliste Elsa Schiaparelli, elle avait inventé des tricots illusoires avec des cravates en trompe-l'œil, jusqu'à plus récemment Sonia Rykiel avec son style très bande dessinée, avec les cernes noires et les couleurs pop, adapté forcément aux années plus récentes. Et ce qui change aujourd'hui, nécessairement, c'est l'univers dans lequel s'insèrent les nouveaux trompe-l'œil. Aujourd'hui, il s'agit de tromper la tromperie. J'en veux pour preuve la collection Printemps-été 2023 de la marque espagnole Loewe. Eux, ce qu'ils ont inventé, c'est des pulls totalement barrés, aux allures d'images pixelisées. Et sur le site, on peut passer avec la souris pour rajouter une couche de brouillage numérique. Les internautes eux-mêmes s'en emparent en pixelisant le monde lui-même, si bien Philippe Pincourt ne sait plus ce qui est réel, ce qui est pixel. Ça, c'est clair. Tout se perd. On est passé de l'autre côté du miroir. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce jeu entre réel et virtuel, Jeanne, alors? Eh bien, que le répertoire de gestes, que le répertoire d'habitudes créé par le numérique, utilisé au quotidien, parfois inconsciemment par nous tous, par exemple, changer l'échelle des choses à bout de doigts, voir simultanément sur nos réseaux un répertoire infini de formes et de styles différents, s'habituer à l'illusion des montages, des match cuts, des autres tours de passe-passe, des hackings et autres fogiciens. Bref, un collectif joue plus particulièrement qu'aucun autre sur tout ce doute intégré dans le réel. Il s'appelle Mischief, en tout cas ça s'écrit M-S-C-H-F. Et eux, vous le connaissez parce qu'ils ont notamment créé ces bottes rouges qui avaient fait fureur, inspirées d'Astro Boy, portées par toute la jet set californienne, ou encore le fameux sac aussi qui avait fait le buzz, le plus petit sac à main du monde, qui clairement était le plus cher aussi au millimètre carré vu qu'il avait été vendu à 63 000 euros. Ça, oui. Ou dollars, je ne sais plus. Et en tout cas, eux, ils sont sur cette ligne de crête qui fait qu'on ne sait jamais ainsi ce qu'ils proposent. C'est des vêtements ou des sculptures d'art contemporain. Ils sont représentés par la galerie Perrotin à LA. Est-ce que, par exemple, leur paire de claquettes flip-flop avec ou sans chaussettes, portée avec ou sans chaussettes, est une œuvre d'art qui joue sur l'ubiquité, sur la perte de repères?
ou est-ce que c'est une paire de chaussures à talons extrêmement confortables? Est-ce que leur série de baskets présentée donc chez Perrotin en 2022 nous fait entrer dans une sorte de tsunami d'ondes cathodiques, ou est-ce que c'est vraiment des sneakers pour aller courir et en fait tellement vite qu'on déforme le bitume et le bitume devient la chaussure? Bref, tout ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, leur système de distribution lui-même, de leur forme totalement intégrée au numérique, le système de distribution lui-même est totalement basé sur l'économie de la viralité. Il faut savoir qu'ils avaient créé des sacs, des chaussures à partir de chutes de sacs Hermès très chers, où ils avaient aussi fait des Nike Air avec de l'eau bénite du Jourdain dans les bulles de la semaine. Tout ça est parti et sold out en quelques heures seulement. Donc bonne ou mauvaise nouvelle pour la mode, Philippines. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça permet d'exprimer à même nos corps cette espèce d'inquiétude quant au réel qu'on vit dans des environnements numériques toujours plus étendus. Ça, c'est clair. Merci beaucoup, Jeanne, pour cette chronique. On va continuer à parler du no-code et du numérique, évidemment, ensemble dans la deuxième partie du talk. Et on continue d'en parler avec notre invité aujourd'hui, Pierre Launay, président du syndicat français des professionnels du no-code. Alors, vous nous parliez justement de ce métier et de sa reconnaissance, le product builder no-code. Comment on se forme justement au no-code? Pour parler français, exactement. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, est-ce que c'est vrai qu'il y a eu des... C'est une très bonne question, Jeanne Dreyfus, merci beaucoup. Comment dit-on en français ça? Le product builder, c'est compliqué. C'est un peu comme le product owner ou le product manager. Il n'y a pas trop d'équivalents en français. Au début, on était parti sur développeur no-code, mais il y avait une connotation développeur un peu trop forte, parce que c'est pas qu'un développeur, il est également sur les parties projet et produits, donc le product builder s'est imposé. Voilà. Bon, comment on s'y forme justement à ce métier? Est-ce qu'il y a des écoles qui existent? Oui, il y a de plus en plus d'écoles qui sont en train de se développer. Nous, au niveau du syndicat, on est organisé en différents collèges qui représentent l'ensemble des métiers, les agences, les éditeurs, les organismes de formation et les freelance. Et donc, dans les organismes de formation, on a une émergence de très nombreux acteurs depuis 2-3 ans, dont nous faisons partie également, parce que du coup, en parallèle de la présidence, je suis également le fondateur de l'école Cube, qui est un organisme de formation qui est d'ailleurs le premier à avoir déposé un titre Product Builder RNCP, reconnu par l'État. On a également d'autres organismes de formation tels que Nocodi, Outivy, Allegria. Il y a de très nombreuses jeunes entreprises qui se lancent sur le sujet, mais on a également aussi des plus vieux organismes de formation qui regardent de très très près l'émergence de ces nouvelles compétences, de ces nouveaux métiers. On a aussi des universités, on a des écoles de commerce comme l'ESSEC, qui est très, comme sa maxime, toujours pionnier un peu sur ces différents sujets. Donc du coup, il y a une vraie mobilisation autour de ces compétences. Et après, du coup, en termes de format, tout existe. On a des formats e-learning, il y a des formats en bootcamp, il y a des alternances aussi qui existent. Donc, en fonction du projet professionnel, il va falloir que l'étudiant ou l'étudiante puisse s'orienter vers ce qui est le plus cohérent. Voilà. En tout cas, vous nous assurez aujourd'hui, et aux jeunes qui nous écoutent et qui nous regardent, que c'est un métier d'avenir, c'est un métier dont on a besoin. Quand on sait que 80% des métiers vont être complètement transformé, on va utiliser ce terme, par l'IA, le no-code et le low-code d'ici la fin de la décennie, parce que on voit que le mouvement est véritablement en train de se faire. C'est pas qu'une mode, en fait. C'est pas qu'une mode, en fait, c'est un peu la nouvelle suite Office obligatoire. Tout le monde utilise Excel au quotidien, plus ou moins bien. Tout le monde doit parler aujourd'hui quand même majoritairement anglais dans son quotidien également. Le no-code, le low-code, cette capacité en fait à ne pas dépendre que d'une équipe tech, mais pouvoir s'approprier certains sujets, pas forcément les sujets les plus techniques, mais certaines applications qui sont assez faciles à développer, ne pas dépendre aussi d'outils sur étagère, où souvent ce qui se passe, c'est qu'on va payer un abonnement pour un outil qui va permettre de répondre à une partie de nos besoins, mais pas l'intégralité de nos besoins. Voilà, ça permet aux salariés, aux entrepreneurs, aux freelances de rentrer dans un monde qui n'était peut-être pas fait pour eux hier, en tout cas c'est ce qu'ils se disaient, et qui aujourd'hui l'est. À moindre coût aussi, parce que je pense à la création de sites internet, notamment d'applications mobiles. On a des sites comme Wix et d'autres concurrents qui permettent aujourd'hui à tout à chacun, et notamment des élèves. On avait récemment dans l'émission des jeunes entrepreneurs qui disaient nous au collège et au lycée on monte notre boîte fictive et pour créer le site web on utilise des outils en no-code. Alors en effet, moindre coût, en fait tout est souvent lié au temps.
au temps passé. C'est sûr que si on fait un site en 3-4 jours alors qu'hier on prenait 2 ou 3 semaines, que ça soit du temps pris pour le faire ou pour payer un freelance pour le faire, c'est forcément rationalisé. Donc on a vraiment ce gain de temps au quotidien, et il y a quand même un élément supplémentaire, c'est qu'aujourd'hui les éditeurs no-code permettent, je vais essayer de ne pas être trop technique, avec une logique d'abonnement, simplement en fait de commencer à créer tout de suite. On n'a pas besoin de gérer l'hébergement de l'application, le site web, parce que hier, il fallait à peu près 3 métiers pour faire une application. Un développeur front-end pour faire tout ce qu'on voit, l'interface, un développeur back-end, la logique, et un DevOps qui gérait l'hébergement de ce qu'on avait créé. C'était quand même une démarche. Donc là, aujourd'hui, sur Wix, Bubble, Airtable, Make, tous ces outils, avec une carte bleue dès cet après-midi, vous pouvez créer un compte et commencer à créer pour parfois des licences qui commencent à peine $20 par mois. Ce qui est quand même assez fou. Voilà, on n'a plus besoin forcément de lever des centaines de milliers d'euros pour avoir un CTO. J'ai pas mon CTO, je peux pas me lancer dans la tech. Aujourd'hui, c'est complètement révolu. À part si vous êtes en train de monter une IA et quelque chose de très très tech, ce qui est quand même assez rare quand même. Si vous voulez faire demain la future plateforme Airbnb, le nouveau réseau social, ce type de produit où la tech n'est pas au cœur. Le coût de la tech n'a plus rien à voir. On a des exemples de success story comme ça à partir de gens qui ont fait de... Alors il y a beaucoup de... Typiquement l'entreprise française Comet, qui est une plateforme d'intermédiation entre le besoin et les freelances, se sont lancés 2014-2015, je ne veux pas dire de bêtises sur leur lancement, mais les premières années, toute la plateforme a été faite sur Bubble et en no-code. Un vrai succès. Prélo aussi, une très belle start-up française qui permet d'acheter des villas à plusieurs en SCI, toute la plateforme est faite en no-code et ils font que du no-code en interne. Et en fait, il n'y a pas forcément... un produit évolue dans le temps. Même Twitter a changé de stack technique, de technologie, et de langage à travers le temps. Il a changé de langage traditionnel de développement. Ça peut arriver dans le no-code aussi de commencer par du no-code et ensuite passer sur du développement traditionnel. C'est naturel, en fait, c'est une évolution. Mais il y a aussi beaucoup de cas qui montrent qu'on n'a pas besoin de changer parce que le no-code, encore un mot anglais, je suis désolé, est scalable. C'est-à-dire en termes de montée en échelle, peut évoluer et robuste. C'est pas pour faire des jouets et ça permet à beaucoup d'entreprises de faire leur business au quotidien de manière robuste. Alors, si vous venez nous voir, c'est aussi, et ça fera partie de mes dernières questions, que le no-code a désormais son sommet dans quelques semaines. Totalement. 3e bougie, du coup, mi-octobre, parce que du coup, ça fait 3 ans qu'on organise le No-Code Summit sur 2 jours. C'est à Station F, du coup, les 16 et 17 octobre. C'est un événement qui n'a aucun précédent et équivalent dans le monde. C'est le plus gros salon international où on a chaque année à peu près un peu plus de 45 nationalités qui viennent du coup du monde entier pour participer au salon. Une centaine de conférences, une centaine de sponsors. Enfin, il y a vraiment un engouement qui est très très fort. C'est ce qui nous a permis de réaliser cet événement déjà il y a 3 ans, avec une échelle qui était un peu plus petite. Et vous voyez que l'engouement continue. Mais l'engouement continue, c'est plaisant à voir parce qu'on peut se dire aussi qu'il y avait une logique de sponsoring qui poussait l'événement pour naître et après qui allait retomber, mais pas du tout. On a là cette année des sponsors qui n'étaient pas là l'année dernière, d'autres qui étaient là également, une nouvelle génération qui arrive, de plus en plus d'annonces et surtout on a tous les founders et fondateurs américains, anglo-saxons qui sont présents sur place pendant 2 jours et qui sont accessibles pour pouvoir discuter. Donc si un jeune cherche un job et qui regarde cette émission, c'est peut-être le bon endroit pour aussi se renseigner sur le no-code et sur les métiers disponibles. Exactement. Bon, en tout cas, c'est tout le bonheur qu'on vous souhaite pour ce lancement du prochain événement en octobre, c'est ça ? 16 et 17 octobre. Et ben voilà, la date est prise à Station F, le temple des startups et de l'innovation en France. Merci beaucoup Pierre Launay, en tout cas d'avoir été parmi nous aujourd'hui, président du syndicat français des professionnels du no-code. Merci aussi à vous, Jeanne Dreyfus, d'avoir été parmi nous aujourd'hui pour cette chronique. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis vous savez, nous on se retrouve tous les jours dès demain 12h30 sur School TV. D'ici là, passez une très bonne journée.